Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cet épisode spécial de Questions d'actu. Nous sommes à Marrakech qui accueille du 29 au 31 mai le GITEX Africa dans sa seconde édition. C'est le rendez-vous incontournable de la tech, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement qui se tient donc ici à Marrakech. À la veille de ce grand rendez-vous, l'ambassade américaine à Rabat et l'initiative Prosper Africa du gouvernement américain organisent le premier Venture Capital Forum, comprenait une plateforme de rencontre entre les investisseurs américains, européens venant des quatre coins de l'Afrique avec les autres parties prenantes, à savoir les startups, mais aussi les décideurs marocains, et ce en vue d'attirer davantage d'investissements pour le secteur de la tech, pour les startups marocaines et pour l'investissement dans les nouvelles technologies dans notre pays. Dans cet épisode spécial donc de Questions d'actu, nous sommes allés à la rencontre, ou plutôt nous recevons les principales parties prenantes de cet écosystème de l'innovation et de l'investissement au Maroc. Et je commencerai par accueillir, et c'est un plaisir de le retrouver sur le plateau de Questions d'actu, le directeur général de l'Agence marocaine de développement de l'investissement et des exportations, Alice Dirri. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci de répondre à nos questions. Donc, le GITEX, dans 2 jours, nous sommes maintenant à Marrakech pour ce VC Forum, US Morocco VC Forum. Quel est l'intérêt pour le Maroc d'accueillir de tels événements? Quel impact, quelle retombée pour l'écosystème des startups et des petites entreprises qui innovent dans notre pays? Alors il y a un effet direct, évidemment. Le fait de pouvoir accueillir ce type d'événement positionne évidemment le Royaume comme étant en mesure de recevoir de tels événements. GITEX, il faut le rappeler, c'est le principal événement forum du digital. Et sa déclinaison africaine a été réalisée au Maroc. Donc ne serait-ce qu'en termes de capacité à montrer notre force d'attractivité pour ce type d'événement, c'est déjà, j'ai envie de dire, une excellente occasion de le montrer. La deuxième raison qui est évidemment intéressante pour le Maroc d'accueillir ce type d'événement, c'est les interactions, le fait de pouvoir bénéficier de grands professionnels, d'experts du domaine, d'entreprises qui sont à la recherche de partenaires, de clients, de fournisseurs. Et ça donne du coup la possibilité à nos entreprises, à nos startups, d'entrer en contact avec ces grands donneurs d'ordre ou ces grands experts. Et l'initiative plus particulièrement, et qui sera le 3e point pour moi de l'attractivité ou de l'intérêt d'organiser ce type d'événement chez nous, ce sont les bailleurs de fonds. Ce sont ces venture capitalistes, ces fonds qui sont spécialisés dans l'amorçage, donc qui sont ceux qui sont les plus à même d'identifier les pépites, de leur donner les moyens de se déployer, de se développer, et aussi de les encadrer. Ça, c'est un point qui est important, puisque derrière le financement, ce n'est pas uniquement le financement que ces entreprises, ces fonds apportent, c'est aussi leur réseau, leurs experts, leur savoir-faire dans le fait de pouvoir développer des startups et d'en faire des licornes ou des grandes entreprises à terme. Et quand vous rencontrez justement ces VCs, vous revenez d'ailleurs d'un roadshow aux États-Unis, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en rencontrer là-bas, et quel est leur retour vis-à-vis de la destination Maroc pour y investir? VCs d'ailleurs dans l'innovation ou dans d'autres secteurs, parce qu'ils ne sont pas principalement pour le secteur des startups, mais peut-être aussi d'autres investisseurs, d'autres fonds qui pourraient avoir des vues, n'est-ce pas, sur le Royaume du Maroc. Je vous remercie pour cette question parce que on a senti une rupture dans la perception du Maroc auprès de ces grands investisseurs, ces grands fonds américains à l'occasion de cette tournée. On a le sentiment qu'il y a un avant et un après. Et ça s'explique très certainement par ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que le mot Maroc, et on l'a vu dans les résultats des enquêtes de recherche sur les sites comme Google, les moteurs de recherche, avait explosé pendant la période. Et donc ça a dû pousser ces entreprises ou les personnes derrière ces entreprises à se renseigner sur le royaume et à découvrir tout ce que nous sommes devenus en près de 25 ans de vision royale et de déploiement d'une vision royale qui nous place là où nous sommes aujourd'hui. Le deuxième phénomène, c'est le contexte géostratégique qui fait que ces investisseurs sont en recherche d'alternatives. On allait tout le temps dans les mêmes régions et puis là on se rend compte qu'il y a besoin de mitiger les risques et de chercher de nouveaux partenaires. Et donc je pense que le Maroc, encore une fois, apparaît aujourd'hui comme un des partenaires les plus judicieux pour ces entreprises. Donc la réception, comme je le disais,
était extrêmement bonne. Nous avions à la fois de l'intérêt qui était sur le domaine du digital et de l'innovation, en identifiant le Maroc comme une tête de pont évidente pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Le fait que ces entreprises avaient fait leurs recherches et savaient que la connectivité au Maroc était parmi les meilleures, la première en Afrique du Nord et parmi le top 3 sur le continent, ça les rassure également. Et puis vous avez vu une annonce d'ailleurs à l'occasion de ce roadshow, qui était la signature d'un centre de recherche et de développement avec l'un des leaders du digital qui est le groupe Oracle, et qui encore vient titiller en fait ces groupes qui s'observent les uns les autres, qui se disent un centre R&D de 1000 ingénieurs, c'est que le Royaume a quelque chose à apporter à notre secteur, et c'est une réalité. On a énormément de talents, et ça ils le savent. Et j'aimerais également rappeler qu'on a beaucoup de ces talents marocains qui maintenant résident à l'étranger et travaillent dans ces grands groupes, et donc passent ce message, le message d'un pays qui est un pays transformé, un pays prêt pour le digital, un pays qui est à un moment de son dividende démographique, ce qui fait qu'il peut ramener et répondre aux besoins de talents. Et ensuite, évidemment, un pays qui est un pays leader, locomotive sur son continent, et qui peut faire qui peut être l'exemple d'une réussite dans cette industrie digitale. Mais on le sent, hein, même en termes de levée de fonds, le Maroc est en bas du classement en Afrique. Comment remédier à cela, à l'Estéré, et notamment vous qui vous occupez de drainer justement de cette agence de développement des investissements? Ça passe indéniablement par les investissements, par les investisseurs, par les capitaux. Absolument, mais vous avez tout à fait raison. Il y a une marge de progression qui est évidente. Et ce type d'initiative, le fait de pouvoir être au contact des fonds, c'est, j'ai envie de dire, le premier pas à faire pour pouvoir remédier à la question des levées de fonds. Il y a également l'accompagnement de l'écosystème des startups. Aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives. L'écosystème s'est pris en main. Les pouvoirs publics travaillent sur la stratégie et le déploiement de la stratégie digitale pour accompagner l'émergence de cet écosystème de startups. Et on sent qu'aujourd'hui, on a énormément de talents qui se font entendre et qui nous expriment aussi les freins qu'ils ont, eux, identifiés pour pouvoir prospérer, se développer à partir du Maroc. Donc, l'idée, pour répondre à votre question, qui est comment finalement réussir à bridge the gap, comment on va réussir à réduire cet écart et améliorer les résultats de cet écosystème en cours de formation, eh bien, c'est par justement l'attraction de fonds, la mise à disposition de ces fonds auprès des entreprises et des startups nationales, mais c'est aussi un ensemble d'améliorations réglementaires qu'il va falloir mettre en œuvre. Il va falloir créer un cadre qui soit adapté à ces entreprises. Et ce type d'initiative, ce type d'événement comme GITEX, ça permet de mettre tout le monde autour de la table et de discuter de ce qui fonctionne, de ce qui est à améliorer, de ce qui ne fonctionne pas et qui est à changer. Absolument. Vous avez parlé de statut, j'ai envie de dire aussi de la start-up qui n'est pas, qui figure pas un peu dans les, qui n'est pas reconnu finalement par la loi marocaine. Peut-être que déjà sur cela, il y a un retard à rattraper. Mais une fois que, pour revenir aux investisseurs étrangers, parce qu'il est important aussi de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui sont enclenchées par le Royaume du Maroc. Il y a eu dans cette même ville, dans ce même endroit, il y a 2 ans, le US Africa Business Summit. Vous revenez d'un roadshow. Il y a même, j'ai envie de dire, la destination en tant que terre d'investissement du Maroc sur les chaînes américaines. C'est une nouveauté à aller se dire que nouveauté, non, mais en tout cas, est-ce qu'on a augmenté ou on a fait un effort particulier pour nous faire connaître des entreprises et des décideurs américains? Oui. Donc vous avez certainement vu une campagne qui a été faite sur CNN, on l'a faite également avec Bloomberg, on travaille avec vraiment les gros médias, mais qui sont des médias qui nous permettent de cibler précisément les gens qui nous intéressent, qui sont ces décideurs, on les appelle les Global Business Influencers ou alors les C-suite. Et c'est une population qui a environ 2,8 millions de personnes qui pour nous, est la cible principale parce que ce sont les décisionnaires dans ces groupes qui vont investir. Et donc on voulait montrer aux Américains que le Maroc était un pays qui est aujourd'hui un pays world class, qui est, comme on l'a dit, qui permet de déployer une vraie vision, une vision de long terme, avec des objectifs très concrets et qui dispose de tous les atouts
qui répondent aux challenges de ces groupes internationaux. Donc le roadshow a été l'occasion de partager cette proposition. Ce roadshow, c'est une réussite? Parce que on a pu lire dans certains organes de presse que c'était un flop. Eh ben, ils sont mal renseignés. Non, c'était effectivement une très très belle réussite. On peut que comprendre que nous ne sommes pas en mesure de partager toutes les discussions qui sont des discussions. Mais il y a du concret. Même si vous ne pouvez pas partager les détails avec nous, parce que c'est normal, c'est des deals qui se font sur plusieurs mois, avec tout le legal, tout l'aspect légal, mais il y a du concret. Vous assurez sur l'antenne de Média TV, Alice dirait qu'il y a du concret dans ça. Évidemment qu'il y a du concret. Il y a des discussions qu'on ne peut pas discloser, c'est évident, mais il y a bien sûr du concret. Il y a des discussions dans plusieurs domaines. Il y a des projets d'investissement qui se réalisent par ailleurs, que ce soit dans les biotech, que ce soit dans le digital de manière plus globale ou dans le secteur de l'électronique, qui est un secteur très important. Tout ça, c'est des projets, des discussions concrètes qu'on a avec ces investisseurs potentiels. Et je vous dis, si on va à leur rencontre, c'est précisément pour aller concrétiser les projets. Et ce qui change, quand je parlais de vrai momentum ou de disruption dans la perception qu'il y avait, c'est que les entreprises qu'on rencontrait, y compris quand c'était les premières rencontres, arrivaient avec un projet en tête pour le royaume. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, poser les bonnes questions. Ils n'étaient pas juste dans une relation ou dans une réunion de présentation globale, rappelez-nous qui vous êtes, nous on ne vous connaît pas. On venait avec des questions très précises, avec des questions sur les tarifs douaniers, sur les marchés qu'ils ciblaient depuis le Maroc, sur les temps de ce qu'on appelle les lead time logistiques, pour pouvoir connecter leur base américaine avec le Royaume. Donc c'était des questions très très concrètes qui montraient qu'ils avaient fait leur devoir et que maintenant ils étaient dans la dernière phase de décider finalement et de faire même ce qu'on appelle du site selecting, c'est de nous dire dans quelle zone, dans quelle ville on devrait aller s'établir si on devait venir au Maroc. Donc très concret, puis avec des secteurs très ciblés. Les secteurs qui sont nos secteurs de succès à l'export, comme l'automobile, l'aéronautique, mais aussi ces nouveaux secteurs que nous voulons développer, comme les biotechnologies et le secteur du digital, qui est un grand mot. On peut placer beaucoup de choses, mais en tout cas, oui, il y a à la fois le volet digital pur, il y a le volet électronique en lien avec le digital, puis il y a les grands sujets que sont ceux qu'on a vus comme avec Oracle et ce centre de R&D qui a été officialisé. Exact, et peut-être que celui-ci, vous avez parlé de l'automotive et de l'aéronautique, peut-être que ces deux, le fait d'accueillir un géant de la tech américaine pourrait être comme une locomotive, comme ce fut le cas pour le groupe Renault quand il s'est installé au Maroc il y a plus d'une décennie maintenant. Alors, admettons que le deal est signé. Quel accompagnement? Parce que souvent, cela revient, c'est qu'on déballe le tapis rouge et après, quand on signe, l'investisseur est livré à lui-même. Bon, j'exagère un peu, mais est-ce qu'il y a un investissement précis pour ces investisseurs étrangers, américains ou autres, africains aussi, pour compléter l'accompagnement, leur accompagnement et leur installation au Maroc? Absolument, oui. Et vous avez raison de le rappeler, l'investissement, ce n'est pas juste l'acte de signer la convention d'investissement, c'est un accompagnement qui doit être fait dans la durée jusqu'à la concrétisation du projet et même après, essayer de relancer si d'aventure l'entreprise en question a envie de réinvestir. Donc c'est tout le cycle de vie de l'investissement qui doit être accompagné et qui l'est. L'AMDIE, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, offre des services qui sont vraiment end-to-end, c'est complet sur tout ce cycle de vie. Et on a même une division qui s'occupe de l'aftercare, c'est-à-dire que même une fois que l'investissement a été réalisé, on vient prendre des nouvelles de nos investisseurs et savoir ce qui pouvait être amélioré et ce qui peut aujourd'hui les aider s'il y a besoin d'un accompagnement additionnel. Alors, quelles sont la nature des services que nous offrons? Eh bien, nous avons lancé tout récemment, qui est un bon exemple, le répertoire de directory de l'AMDIE qui nous permet de lister l'ensemble des métiers, des gens qui ont envie d'offrir leur expertise, leurs services, leurs produits aux investisseurs. Dedans, vous allez avoir des cabinets de conseil, des consultants, des EPCistes, des constructeurs, des entreprises de BTP, parce qu'on
sollicite régulièrement, une fois qu'on a démarré les échanges avec l'investisseur, qu'il a envie de s'installer au Maroc, qu'il confirme son intérêt, qu'on signe un accord avec lui, il nous demande de l'aide pour pouvoir déployer son projet. Et donc on met à disposition ce répertoire où les entreprises peuvent faire connaître leur offre à ces investisseurs. Ça, c'est l'un des exemples. Mais évidemment, on reste en contact avec l'investisseur. On fait ce qu'on appelle le go-between entre les administrations publiques et l'investisseur. On est un traducteur. On traduit le langage du public en langage privé et on est... Est-ce que vous êtes aussi, je me permets de vous interrompre, est-ce que vous êtes aussi acteur de changement vis-à-vis des politiques publiques? Si on a des investisseurs qui disent que certaines règles douanières sont tout simplement contraignantes, j'ose le mot, ou dans d'autres secteurs où effectivement il y a un aspect juridique qui est un peu où la procédure administrative est trop lente, trop bureaucratique. Comment vous pouvez agir au niveau des autres administrations pour changer les choses? La réponse est oui. On peut aider, en tout cas, en transmettant la perception de l'investisseur. Nous, on n'a pas une mission qui est régalienne. Ça, c'est une mission qui revient aux différents départements ministériels. Néanmoins, la particularité de notre métier, qui est d'être en contact permanent avec des investisseurs qui, parfois peuvent effectivement, qui sont experts de leur industrie et vous dire il y a un non-sens, par exemple, sur un tel tarif douanier qui est appliqué. Ils vont nous faire réaliser qu'il y a peut-être des améliorations à apporter au corpus législatif et réglementaire. Et donc nous, on se fait fort de récupérer ces informations et de les partager avec les différents départements ministériels. Un exemple en tête, vous avez cité la douane, par exemple, en parlant parfois de mesures contraignantes ou de règles contraignantes. Il y a un travail qui est régulier avec les départements de la douane pour remonter la complexité les complexités qui sont aujourd'hui vécues par les entreprises. Et je dois vous avouer qu'on a énormément d'écoute parce que tout le monde est engagé dans la réussite de ce grand projet qui est de faire du Maroc un pays développé. Et j'insiste là-dessus, on a des gens qui sentent la mission de développer l'investissement, même si ce sont des services qui ne sont pas directement en lien avec l'investissement, comme le département des douanes, la direction générale des impôts. Tout le monde veut simplifier ces procédures-là et donc écoute. Et notre rôle, il est important parce qu'on reçoit justement les retours de ces entreprises, de ces investisseurs, et pas qu'investisseurs, exportateurs aussi. Alors justement, nous en parlons, les exportateurs, puisque nous sommes dans cette US Morocco Venture Capital Forum. Bon, ça ne parle pas export, mais parlons justement de cet accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis qui est entré en vigueur en 2006. Au bout de 18 ans, on le voit. Bon, force est de constater que les échanges ont grimpé, ont été multipliés par 6 depuis en 10 ans, ou un peu plus en 15 ans. C'est une bonne chose. Mais là, on n'a pas atteint, c'est-à-dire créer le seuil optimal pour les exportations marocaines. Il y a eu cette initiative d'Export Now, c'est ça ? Export Morocco Now, donc qui a été lancé en août dernier. Je ne vais pas vous demander de faire le bilan, mais comment cela peut-il aider nos exportateurs à s'aligner aux règles ô combien difficiles, on doit se l'avouer quand même, de la Food and Drug Administration et d'autres destinations des produits marocains? Déjà, je vous rejoins sur le constat. Vous dire, c'est bien, ça a augmenté, mais en fait, on peut complètement faire mieux et on peut être à un autre niveau, nos échanges notamment de nos exportations vers les États-Unis. Alors, le programme qu'on a lancé en août, c'est essayer de précisément répondre à ces questions-là, à ces enjeux-là de compréhension de la complexité administrative des pays cibles. Donc on a lancé Export Morocco Now, on avait l'intention d'accompagner 500 exportateurs, on en a retenu 518, on a eu de belles candidatures, on les a mis dans un bootcamp pendant le temps de 2 journées pour bien comprendre les projets et d'essayer de les aider et de voir si on s'alignait sur nos objectifs mutuels. C'est un programme qui est triennal, donc on en fera la reddition des comptes au bout de 3 ans parce qu'on se disait sur 1 an on ne peut pas voir le changement au niveau de l'export en 1 an sur un accompagnement qui ne durait qu'1 an. C'est un travail de fond et donc à minimum on avait besoin de 3 ans pour pouvoir se redonner rendez-vous et dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Et ce que l'on propose typiquement dans le cadre de ces programmes-là, c'est exactement ce que vous venez de mentionner.
c'est-à-dire qu'on fait de l'explication, de l'information, on rentre dans le détail, on a des experts qui travaillent avec nous, qui sont des experts à la fois des douanes. On le fait en partenariat, ce programme, avec l'ASMEX, qui est l'association marocaine des exportateurs, qui a l'habitude aussi de mobiliser de l'expertise internationale et de former sur la réglementation douanière des différents pays cibles. Et ensuite, tout simplement, on les emmène avec nous et on fait la promotion de leurs produits ou de leurs services dans le cadre des grandes foires et des salons internationaux auxquels nous participons. Donc voilà, c'est un accompagnement diversifié, multitechnique et multisectoriel. Et multisectoriel, absolument. Parce que c'est principalement l'agro maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas aspirer peut-être à développer, et quand je dis agro, c'est principalement les produits agricoles, peut-être davantage d'agro-industrie à l'esthétique qui a plus de valeur ajoutée pour le coup? C'est un très bon point. Alors nous, il y a une entité dédiée pour la promotion des produits agricoles. Nous, on fait tout ce qui démarre à partir de l'agroalimentaire. Donc toutes les entreprises, c'est vraiment la partie industrielle et de transformation, mais pas que. Vous savez, les premiers produits exportés vers les États-Unis, c'est les composants électroniques, donc, et les pièces automobiles ou les pièces aéronautiques. Donc on a vraiment une offre exportable qui est intéressante, mais on peut aller plus loin. Et ça rejoint la question des marques marocaines, du produit fini marocain qui doit être accompagné sur ce grand marché américain qui est demandeur. Parce que la marque Morocco aux États-Unis, c'est premium. C'est une marque qui a énormément de valeur aux yeux du consommateur. Vous dites en tant que patron de l'AMDIE ou c'est des retours vraiment? Non, c'est vraiment des retours de gens qui nous disent en fait il y a un vrai volet à développer d'affaires. C'est exactement le même constat que vous faites. Vous sentez qu'il y a un écart entre ce qui est aujourd'hui réalisé dans le cadre de cet accord de libre-échange et ce que ça pourrait être. Et moi je vous réponds oui, vous avez raison. Et l'un des leviers pour y répondre, c'est ce type de programme que nous mettons en œuvre pour faire connaître le Maroc et les produits marocains auprès des donneurs d'ordre des grands marchés qui sont ciblés. Les États-Unis en font évidemment partie de ces grands marchés cibles pour nous. Je voudrais revenir justement sur ce Export Morocco Now. Vous avez parlé de cette échéance 2026, n'est-ce pas? Donc c'est un programme 2024-2026 triennal. Est-ce qu'on a des chiffres d'objectifs, des objectifs chiffrés à cette échéance-là en ce qui concerne les exportations marocaines? Alors on a lancé la campagne de sélection en août. Je reprends juste la chronologie pour vous dire comment on va calculer nos objectifs et qu'est-ce qu'on va viser comme objectif dans ce programme. On fait des objectifs par entreprise. Et donc la sélection, le lancement a eu lieu en août. La sélection, le travail sur le partenariat, le programme d'accompagnement, on l'a fait d'août à décembre. En janvier, on a travaillé avec les entreprises pour qu'elles fassent un business plan à l'export. Donc il y a des exportateurs confirmés, comme on les appelle, qui eux ont leur business plan qui est là, qui tourne avec, qui se fixent les propres objectifs. Et donc c'est plus facile pour nous de nous mettre d'accord sur les objectifs pour eux. Mais il y a aussi les primo-exportateurs. Et donc eux, on les aide dans la définition de ce business plan à l'export. Donc pour répondre à votre question, on a des objectifs qui sont fixés entreprise par entreprise, avec un rendez-vous qui est à l'issue de 3 ans. Mais en moyenne, l'objectif, c'est de croître de plus de 20%. Mais est-ce qu'il y a des bilans d'étapes quand même avant de... Annuel, bien sûr, oui, annuel, voilà. évidemment. Il y a des tailles d'entreprises qui sont visées, parce qu'on a des exportateurs peut-être qui nous regardent. Oui, on essaie d'aider les entreprises qui réalisent au moins 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires minimum, parce que comprenez que le programme est assez lourd et qu'il y a des engagements derrière, et puis il faut pouvoir participer aussi à ces différents salons. Donc il y a juste un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir les accompagner. Dernière question, c'est d'actualité, parce que c'est une émission d'actualité comme vous savez. Tout récemment, c'était le 20 mai dernier, vous avez signé une convention cadre avec le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, M. Khalid Safir, accord de coopération entre l'AMDIE et la CDG. Plus de détails sur ce rapprochement, Alès, s'il vous plaît. Je vous remercie de le mentionner. Effectivement, c'est un accord qui est important pour nous puisque ça vient consacrer quelque chose dans lequel on croit beaucoup à la MDIE, c'est la synergie entre les différentes entités publiques. Nous, on est au service de tous les départements ministériels, on est au service de tous les investisseurs et on travaille avec tout l'écosystème public. Et Sir Khalid Safir et moi, on en avait discuté, on a dit il y a beaucoup de missions qui sont des missions communes. Si vous regardez ce que fait la Caisse des dépôts et de gestion, elle a un objet social très important et un fort impact pour le Royaume. Et parmi les missions qu'elle s'est fixées, c'est notamment d'accompagner l'entrepreneuriat, d'accompagner l'investissement public ou les grands programmes de l'État. Et ça peut être avec les missions qu'ils ont de MedZ, qui va développer du foncier industriel compétitif pour le compte de l'État, mais aussi des programmes comme 212 typiquement, qui est vraiment en soutien des investissements. Donc là-dessus,
on a tout simplement dit qu'on allait mettre nos moyens, nos informations en commun pour pouvoir développer plus intelligemment pour eux, de leur côté, et aussi de travailler les programmes ensemble pour essayer de les passer à l'échelle. Et nous, on est en contact avec énormément, soit des grandes maisons de commerce, par exemple japonaises, coréennes, qui viennent et qui cherchent des startups ou des solutions marocaines à utiliser, à commercialiser à l'étranger. Et à l'inverse, la CDG, par exemple, va avoir un pipe de projets de porteurs qu'elle accompagne, que nous pouvons accompagner grâce au mécanisme de la nouvelle charte d'investissement typiquement, ou de nos programmes comme celui d'Export Morocco Now. Donc c'est vraiment sur l'ensemble des métiers aujourd'hui, et ils sont nombreux, que représente la Caisse des dépôts de gestion, on a trouvé des choses à faire ensemble. Je prends même un exemple comme Novec, qui fait de l'engineering. Là aussi, on a trouvé des sujets en commun à travailler. Donc c'est vraiment sur l'ensemble des grands métiers, des grandes missions de la CDG, là où la MDIE peut aider, où la CDG peut aider la MDIE. Je vais finir, puisque nous sommes, encore une fois, je le rappelle, à Marrakech pour cette première édition du West Morocco Venture Capital Forum. À Alice Tekri, le premier mot qui vient à l'esprit d'un investisseur que vous rencontrez au sujet du Maroc, quel est-il, en toute objectivité? La vision. Vision. Pour eux, je vous le dis vraiment, ce qui revient systématiquement, ils disent on sent qu'on est dans un pays où il y a une vision qui s'exprime. Et c'est la réalité. Je veux dire, le souverain Lansoro, il nous a donné un cap et on déploie ce cap. Et ça donne, ça contraste avec beaucoup, comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'incertitudes, de crise énergétique, de crise potentielle géostratégique avec les grands pays qui sont rivaux parfois. En fait, on a le sentiment qu'au Maroc, il y a une stabilité de vision et qui fait qu'on donne de la certitude. Et on est extrêmement serein. On a l'impression vraiment que le plan est en train de se déployer. Et le mot qui revient régulièrement, c'est on comprend. C'est un pays où il y a une vision qui s'exprime. Merci beaucoup. Une vision qui s'exprime et avec du concret. Comme vous savez, j'aime bien le concret. Peut-être que ça sera aussi l'occasion de concrétiser, peut-être même pendant le GITEX, de nouveaux projets en faveur, bien sûr, de l'employabilité et de la création de valeur. Merci beaucoup, Alice Tekri. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était la première partie de ce question d'actu spécial VC Forum ici à Marrakech, à la veille du GITEX. On revient dans quelques instants avec un autre invité de cet écosystème de l'innovation, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Questions d'actu qui se trouve aujourd'hui à Marrakech. Marrakech qui accueille à partir de demain jusqu'au 31 mai la plus grande exposition technologique d'Afrique. Il s'agit de GITEX Africa. Une immense joie pour moi d'accueillir celle qui est derrière tout cela, celle qui organise. Il s'agit du Dubai World Trade Center. Je suis avec la vice-présidente exécutive de Dubai World Trade Center et également CEO de Kaoun International, Trixie Lamurman. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Thank you. Why Morocco? Pourquoi le Maroc? Why not Morocco? Pourquoi pas le Maroc? Écoutez, le Maroc est la porte d'entrée de nombreuses industries. C'est un immense réseau de production logistique. Le taux de pénétration d'Internet 4G y dépasse les 95%. Et quand on regarde le nombre de diplômés, il y a des programmes extraordinaires mis en place par le gouvernement pour augmenter le nombre de diplômés, notamment dans les filières STEM et technologies numériques. Je pense que dans les 3 prochaines années, vous allez doubler ces chiffres et vous aurez 140 cours différents en technologies numériques. Bien sûr, il y a eu récemment des signatures importantes avec de nombreuses grandes entreprises. Vous avez d'ailleurs déjà 5 technoparks qui accueillent 500 startups et beaucoup d'autres nouveaux technoparks sont prévus dans un proche avenir. Vous avez un régime très stable et une jeune génération très ambitieuse et technophile. Pour nous, la décision d'organiser le GITEX ici a été facile car nous savons que vous avez un gouvernement très favorable et tourné vers l'avenir. Nous avons rencontré de nombreux acteurs et il y a un grand désir de transformer l'économie et d'accélérer la digitalisation.
Compte tenu de toutes ces grandes considérations, nous pensons que c'est le meilleur endroit pour accueillir le GITEX Africa en vue de servir l'ensemble du continent qui compte 1,4 milliard d'habitants. L'événement se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comment cela se passe-t-il pour vous en tant qu'organisateur ? En quoi est-ce une grande responsabilité de bénéficier du haut patronage de Sa Majesté ? En tant qu'organisateur, si c'est une grande responsabilité d'avoir le haut patronage de Sa Majesté, bien sûr, c'est un gage de confiance de la part du cabinet royal et de tous les acteurs concernés. Nous devons répondre aux attentes de nos visiteurs marocains. Ils recherchent une plateforme qui permettra d'attirer le monde ici au Maroc et en Afrique. Une plateforme capable de faire ressentir l'énergie, la passion, le talent et l'ambition de cette région. Et bien sûr, pour montrer au monde tout ce qu'il y a à offrir ici et jusqu'où on peut aller. Donc pour nous, il ne s'agit pas seulement de créer un événement. GITEX Africa est une vitrine d'ambition, d'opportunités de collaboration, d'accès au financement, d'opportunités de rencontrer les personnes qui pourraient potentiellement changer votre vie. Et bien sûr, l'occasion de mieux comprendre ce qui se passe dans le reste du monde et de se mesurer à vos propres concurrents. Et pour la jeune génération, c'est vraiment l'occasion de développer leur curiosité intellectuelle, ce qui est très important si vous voulez créer une économie numérique. Avec l'intelligence artificielle, il est impossible de rester dans une école ou même dans un bureau sans être connecté au reste du monde, car les technologies les plus sophistiquées et la croissance la plus rapide viennent de l'extérieur. Nous sommes donc très heureux de créer cette plateforme pour connecter le Maroc et l'Afrique et les intégrer dans l'écosystème technologique mondial. Je ne vous demanderai pas les chiffres de la première édition qui s'est tenue ici à Marrakech l'année dernière, mais je vous demanderai plutôt quoi de neuf cette année. Écoutez, nous avons grandi de 70%. Si vous regardez toutes les choses mises ensemble, cela a plus que doublé. Je ne suis pas sûre que vous trouverez une croissance aussi spectaculaire ailleurs dans le monde. Et pourtant, nous sommes en Afrique. Mais les acteurs ont travaillé si étroitement ensemble et ils voulaient tellement que ce soit réussi que vous pouvez voir tout le soutien qui afflue, ce qui, quand vous regardez cela, vous vous dites « Oh, c'est vraiment incroyable !» Ils ont toujours voulu venir, mais il n'y avait jamais cette opportunité sur le volet technologique et cette plateforme permet de faire converger toutes ces potentialités et de les faire venir. Et je pense qu'une grande partie de cela est également rendue possible par le désir des jeunes. Leur curiosité et leur ambition sont presque incontrôlables. Avec cet enthousiasme et cette aspiration, il est très facile de se démarquer, car vous savez que les opportunités sont là et qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui veulent découvrir les talents et comprendre comment collaborer en Afrique. Donc oui, nous avons doublé de volume et en fait, nous sommes aussi grands que certains grands salons européens. C'est donc un accomplissement merveilleux. En 2 ans. Ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les startups marocaines ont une immense opportunité. Il y en a pas mal, environ 200 startups marocaines qui participent cette année. Quel serait, disons, le conseil que vous leur donneriez ? Je pense, vous savez que les chiffres sont en réalité au-dessus de 300. Il y a plus de 300 startups. En fait, il y en a vraiment beaucoup plus. Mais nous ne pouvons pas toutes les accueillir. Nous devons sélectionner et présenter les meilleurs représentants en divers secteurs et industries. Je pense que le meilleur conseil que nous pouvons offrir aux startups est d'abord d'être là. Vous devez être très curieux et vous devez être ouvert à l'engagement. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à créer une entreprise, mais aussi un produit. Il s'agit aussi d'apprendre à s'engager et à interagir avec les investisseurs, avec les acheteurs potentiels de vos produits. Ce ne sont pas donc seulement les compétences techniques que vous recherchez, vous devez également savoir comment vous positionner en termes d'attitude.
Parce que lorsqu'un investisseur cherche à investir dans une start-up, il ne s'agit pas seulement du produit, ils évaluent aussi et toujours la personnalité et l'attitude des fondateurs. Ces qualités sont donc très, très importantes. En outre, vous devez être très curieux, je l'ai déjà dit, vous devez vraiment comprendre et vous comparer à d'autres start-up ailleurs dans le monde. Et comprendre aussi, écouter très attentivement ce que les investisseurs vous disent et ce qu'ils voient dans le reste du monde. Et aussi, probablement être en mesure de voir les autres technologies présentées par les grandes entreprises pour voir comment travailler avec elles. Parce qu'il est impossible que les technologies que vous développez fonctionnent seules, elles seront toujours interopérables avec un autre grand système. Donc ce genre de connaissances techniques est également très important. Comment l'Afrique construit-elle cet écosystème d'impact? Vous savez, l'Afrique est complexe. Il y a 54 pays, une population de 1,4 milliard d'habitants, à des stades de croissance et d'évolution très divers et très différents. Alors, comment créer un impact? Eh bien, je pense que chaque gouvernement fait de son mieux à sa manière. Il faut beaucoup d'investissement pour commencer. Et je pense que si vous voulez avoir un impact, les gouvernements doivent d'abord attirer les investisseurs et développer les infrastructures. Récemment, il a été dit que l'Afrique a besoin de 6 milliards de dollars d'investissement annuellement pour améliorer les infrastructures numériques afin d'avoir la meilleure chance de connecter les citoyens avec le reste du monde pour pouvoir rivaliser. Et pour avoir un impact, il faut aussi pouvoir offrir des opportunités aux jeunes. Nous savons tous qu'en Afrique, le nombre d'entreprises technologiques qui se développent ici est en fait plus rapide que partout ailleurs dans le monde. Et le plus grand impact viendra de ces jeunes start-up, ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes innovateurs. Pour avoir un impact, ils doivent bénéficier d'un environnement et d'opportunités pour se développer. Et je pense que c'est là qu'un événement comme celui-ci aide à regrouper les talents et les opportunités. Et j'espère que nous pourrons être l'un de ces facilitateurs pour contribuer à l'impact que l'Afrique recherche. Qu'en est-il des femmes dans la technologie? Vous regardez certaines des grandes entreprises et il y a beaucoup de femmes dans la technologie et à des postes importants. Mais je pense que globalement, si vous regardez les femmes employées dans les entreprises technologiques en prenant les statistiques américaines comme référence, seulement 35% des femmes sont employées dans des entreprises technologiques. Et encore, en regardant les diplômés des universités nationales de sciences ou d'informatique, on dépasse à peine les 21%. Donc, quand on regarde ces statistiques, il devient difficile de savoir combien d'entre elles resteront effectivement dans leur poste, surtout étant donné que beaucoup doivent aussi poursuivre d'autres priorités personnelles. Et ce sont des choix très réels que beaucoup de femmes doivent faire. Et je pense que dans certaines interviews, il a été dit que l'une des premières questions que les femmes cadres dans la tech posent lorsqu'elles recherchent un emploi, c'est quelle flexibilité elle a dans son travail. Parce qu'elles en ont besoin pour de nombreuses raisons différentes. Donc, il y a des choix à faire, il y a des sacrifices à faire, mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle générative, c'est intéressant. Et j'ai lu que beaucoup de cadres supérieurs des femmes adoptent en fait l'IA générative beaucoup plus rapidement que leurs homologues masculins et parce que l'IA générative est disponible pour tout le monde, qui que vous soyez dans des classes STEM ou non, cela signifie que cela va attirer beaucoup plus de gens ordinaires et les attirer dans le développement technologique. Donc on espère qu'avec ce nouveau paradigme, nous pourrons attirer de plus en plus d'intérêt de la part des femmes vers la technologie et l'informatique. C'est ce que l'on espère. Vous avez mentionné ce chiffre, 21% des étudiants des universités américaines sont dans les classes STEM ou d'ingénierie, alors qu'au Maroc, c'est le double, 46%. Vont-ils y arriver? C'est un autre débat. Une toute dernière question pour finir. Quelles sont vos prévisions sur le GITEX Africa et la journée de demain?
Le JITEX, en fait, avant JITEX, c'est l'Afrique. L'Afrique est inarrêtable. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'aspirations et bien sûr, avec l'intelligence artificielle, l'ambition collective de l'Afrique est palpable. Vous pouvez le sentir. Chaque pays sort avec une stratégie d'intelligence artificielle. Certaines sont plus avancées, d'autres sont encore assez préliminaires. Mais on sent qu'ils veulent se tenir au courant du reste du monde. Je pense qu'avec ce désir, cela ne peut que propulser et donner cette vélocité à JITEX Africa pour aller encore plus vite. Si vous venez au salon dans les prochains jours, vous verrez beaucoup de solutions et des produits d'intelligence artificielle partout dans le salon, et même dans les startups qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle dans leur pile de solutions maintenant. Cela signifie que cela a ouvert la voie et a donné un nouveau changement de paradigme, un nouveau point d'inflexion pour l'Afrique. En quelque sorte, c'est un nouvel élan. Et ça allait à une certaine vitesse, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça s'est accéléré. De cette façon, je vois une augmentation à partir de ce point avec plus d'énergie, plus d'aspiration et plus de puissance provenant de cette région et plus d'intérêt globalement. Je pense qu'avec plus de rapidité et plus d'engagement, tout va croître à un rythme exponentiel à partir de maintenant. Comme l'IA. Comme l'IA, comme le Maroc, comme l'Afrique, oui. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous, merci. Voilà, c'était la seconde partie de cet épisode Question d'actu spécial JITEX Africa qui est donc organisé ici à Marrakech du 29 au 31 mai. Nous allons conclure cette émission avec notre troisième invité. Restez avec nous, à tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de questions d'actu spéciale JITEX et aussi spéciale US Morocco Venture Capital Forum. Alors, qu'est-ce que le Venture Capital? Comment les fonds d'investissement accompagnent-ils les startups au Maroc, mais aussi en Afrique? Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la responsable du programme Maroc d'un fonds d'investissement international. Il s'agit de Plug and Play. Et ce programme Maroc, c'est un accélérateur, mais c'est aussi une plateforme d'innovation. Bref, elle va un peu nous expliquer de quoi il s'agit exactement et comment une start-up marocaine peut aspirer à des horizons meilleurs, internationaux, grâce à ce genre d'accompagnement. Salina Amini, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Merci de répondre à nos questions. La première, d'abord, aujourd'hui nous sommes dans un forum qui réunit les startups d'un côté, une trentaine de startups marocaines, et une trentaine de venture capital investors, donc des investisseurs, des fonds d'investissement. Quelle est l'importance et est-ce que finalement ces startups, sans ce genre d'événements, comme le JITEX aussi, ont facilement accès à ces fonds d'investissement, à l'argent en fait finalement? Alors tout d'abord, ces événements-là, ces regroupements-là et mettre de la lumière sur le Maroc, c'est très important. Donc clairement, les startups sont très reconnaissantes de pouvoir avoir ce genre d'événement ici. C'est une nouvelle depuis 3-4 ans au Maroc. Il y a un momentum qui se crée avec de nouveaux événements. Après, est-ce que les startups ont eu accès à des rencontres avec des VC étrangers avant même que ces événements voient le jour au Maroc? Oui. Alors, il y a eu des programmes comme le nôtre, dont je suis capable de parler. J'imagine que je ne parlerai pas forcément pour d'autres programmes, mais il y en a d'autres qui ont présenté sur une base régulière des startups, des fondateurs marocains qui ont le potentiel d'arriver justement à ce potentiel de scale avec leur business, qui les ont présentés à des VC internationaux. Nous, au sein du programme Plug and Play, avec nos partenaires l'UM6P, la Fondation ECP et le ministère de l'Industrie et du Commerce, nous proposons à ces fondateurs des sprints de 3 jours, répétés 3 fois sur une période de 3 mois, où ils rencontrent environ 15 à 20 investisseurs internationaux. Dans ces investisseurs, on a qui? On a des fonds en pre-seed et en seed comme Partech, SeedStars, P1 Ventures, Catalyst Fund, Norscan 22. Ce sont là les premiers cycles de la naissance d'une start-up. En fait, une start-up, si vous voulez, après qu'elle passe l'idéation et qu'elle commence à faire du revenu et qu'elle a été incubée et ensuite accélérée,
elles cherchent à faire des levées de fonds. Donc ces levées de fonds, elles vont être faites à ce niveau-là, avec ce genre d'investisseurs. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'identifier quel investisseur va bien avec quelle start-up. Voilà. Et quand vous dites cela, cela fait quelques années que vous accompagnez les startups marocaines. Quand vous dites cela, quel est votre retour sur expérience par rapport à ces startups-là? Quel est leur réel besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est du financement pur et dur? C'est du financement avant tout, mais bien sûr, le financement, il vient avec un accompagnement. C'est-à-dire que quand on est investi par un fonds comme P1 Ventures, et Ismail Dechari vous le dira parfaitement, on ne reçoit pas juste de l'argent. On reçoit des conseils, on reçoit aussi des introductions pour rentrer dans de nouveaux marchés. On a facilité avec Plug and Play donc ce qu'on appelle soft launch, c'est-à-dire qu'une startup va venir ouvrir un bureau dans un autre pays où nous avons des bureaux. Et on peut faciliter justement d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal et d'un point de vue en général l'écosystème de faire rentrer ces startups dans de nouveaux marchés. Donc c'est à ça aussi que servent les investisseurs, c'est de conseiller, d'accompagner et de présenter, d'ouvrir leur connexion à leur startup dans leur portfolio. Les investisseurs étrangers, par exemple américains, est-ce qu'ils connaissent le Maroc déjà pour pouvoir y investir? Je pense de plus en plus, grâce à ce genre d'événements, grâce à la volonté de US State Department et USAID, qui fait quand même beaucoup de travail. USAID est aussi un partenaire en Égypte. C'est pas juste au Maroc qu'ils font ça, ils font ça dans plusieurs pays. Mais c'est vrai que le Maroc n'a pas encore ce titre réellement comme le Nigeria, le Kenya et d'autres pays, l'Afrique du Sud, comme étant maintenant de plus en plus, mais comme étant au devant de la scène de la tech en Afrique. Qu'est-ce qui manque? Je pense que il y a trois piliers. D'un côté, il y a le mindset. Alors, le mindset a changé de plus en plus avec des universités comme l'UM6P, avec le gouvernement qui aussi donne des incentives aux incitations, merci, donc aux entrepreneurs de créer leur boîte et donc ce statut d'auto-entrepreneur qui est devenu de plus en plus facile, mais la mentalité reste quand même assez risk-averse, c'est-à-dire qu'on a plus envie d'aller dans une carrière qui va nous apporter une sorte de sécurité plutôt que et c'est vraiment des mentalités. Et les mentalités sont en train de shifter avec une nouvelle génération qui de plus en plus est anglophone, qui de plus en plus est ouverte au monde et qui est de plus en plus attachée à leur liberté. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a aussi l'incapacité des entreprises marocaines à sortir les fonds une fois donc c'est pour ça qu'elles vont souvent faire leur incorporation au Delaware ou dans d'autres endroits dans le monde, parce qu'au Maroc, il est difficile de sortir les fonds. Une fois qu'on reçoit de l'argent, comment est-ce qu'on le sort? C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même une volonté des ministères en général, le ministère des Finances, d'accompagner une transition vers un modèle plus investor-friendly. Donc c'est déjà le deuxième volet qui peut bloquer un peu, disons, la croissance des startups. Le troisième volet, ça reste, et je pense le troisième volet reste avant tout le manque d'investissement au Maroc. Et il va avec le deuxième point. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas d'investissement? Parce qu'il y a une peur de est-ce qu'on va pouvoir ensuite faire sortir notre argent. Donc je pense que ça va ensemble. Vous parlez ici d'investissement étranger, donc qui va venir avec un capital étranger et qui va vouloir peut-être profiter de cet investissement-là pour faire des profits et donc les utiliser ailleurs, en dehors du Maroc. Et bien sûr, on connaît les règles de l'Office d'échange en ce qui concerne cette question en particulier. Les talents. Un point très important a été soulevé. On le voit aujourd'hui, que ce soit pour des structures de l'UM6P, qui dépendent de l'UM6P, Plug and Play. Vous êtes vous-même marocaine, vous avez fait vos études à l'étranger. On voit qu'il y a à la tête de beaucoup de structures aujourd'hui, notamment liées à la tech, un retour de la diaspora marocaine. Vous pensez que vous êtes un peu le point d'inflexion sur une nouvelle mentalité qui s'impose par elle-même, parce que en fait elle vient avec l'expérience, avec le vécu, et donc du coup avec des idées nouvelles qui peut insuffler une nouvelle dynamique dans cet écosystème de l'innovation. Complètement d'accord. Il y a un retour de la diaspora. Le prochain programme que nous commençons en mi-juin
au sein de l'UM6P et en grande partie, si ce n'est presque entièrement, composé de fondateurs marocains à l'étranger qui décident de revenir soit au Maroc, soit d'implanter leur entreprise à moitié dans leur pays où ils ont étudié, ils ont travaillé, etc., ils ont acquis des connaissances, et à moitié au Maroc. Donc, je pense que c'est un travail commun de la communauté marocaine en tech de les faire venir, de les accueillir à bras ouverts, de les tranquilliser sur certaines lois et régulations qu'on va mettre en place pour pouvoir justement arriver à ce retour de la diaspora et à la croissance en général de l'écosystème. Et voilà, je pense qu'il s'agit avant tout de reconnaître les talents, mais aussi de leur laisser la liberté de créer et de se frayer un chemin comme ils l'entendent. Et il me semble que des belles idées et une nouvelle génération n'est pas assez. Il nous faut aussi l'appui de nos institutions et l'appui des personnes qui travaillent depuis très très longtemps pour nous permettre aujourd'hui d'avoir un écosystème comme celui-ci. Et vous croyez que avec l'arrivée d'un géant de la tech américaine, eh bien, un peu comme ce qui s'est passé pour la merveilleuse expérience du secteur automobile ou encore de l'aéronautique avec l'arrivée de grands noms de ces industries, avec l'arrivée d'un grand nom déjà, un premier au Maroc comme Oracle, ça va permettre de compléter cet écosystème pour lui donner comme une espèce de maturité qui va faire que les éléments existants vont davantage prendre de la valeur et du poids. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que quand une entreprise comme Oracle vient au Maroc, ce qu'elle dit, c'est qu'au Maroc, il y a du potentiel. C'est qu'au Maroc, il y a du potentiel en termes de talent, mais qu'il y a aussi du potentiel en termes de vente, en termes de croissance pour Oracle. Donc c'est Oracle, je pourrais dire une autre, mais c'est pour donner l'exemple. Donc c'est le plus récent. Voilà, donc c'est intéressant de se dire que voilà, c'est un statement qu'ils font quand ils viennent ici. Mais ensuite, je pense que ce n'est pas assez. Parce que ça peut dire aux investisseurs, il est intéressant d'investir au Maroc, mais il s'agit aussi de créer, disons, une structure encourageante pour les fondateurs, pour qu'ils aient envie de créer cette start-up. Si on n'a pas... Alors, moi, je pense qu'il s'agit de faire travailler entre eux tous les acteurs de l'écosystème. Souvent, une chose qui, je pense, met des barrières dans ce monde de la tech, c'est drôle parce que c'est à double tranchant. Les gens sont là pour accompagner les startups, mais c'est aussi l'humain qui bloque. Alors, il me semble qu'il faudrait déjà mettre un peu nos différences et nos individualités de côté et se rappeler pourquoi on est là pour les fondateurs, pour le Maroc, pas pour nous-mêmes. Sur ces paroles remplies de sagesse et ce message on ne peut plus clair, Sarina Amini, j'ai envie de vous réitérer nos remerciements. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et aussi, j'estime que le travail que vous faites est très important. Et vous en avez accompagné combien à ce jour ? À ce jour, depuis 3 ans et demi à peu près, avec le Covid, on a eu un peu de mal à démarrer. On a accompagné presque 100 startups et d'ici la fin de l'année, on sera à 110, il me semble, à peu près. Marocaine. Et donc l'envie est réellement de continuer à accompagner ces fondateurs marocains. On voit qu'il y a une seconde génération de fondateurs qui vient aujourd'hui avec de belles idées et qui est formée sur les bancs des meilleures écoles au Maroc et à l'étranger et qui permet justement de faire briller nos talents en général. Donc, sans start-up, c'est juste le début. Et on est très excités pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Sarina Amini de Plug and Play Morocco. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était cette spéciale question d'actu spéciale Jitex Africa qui se tient donc à Marrakech du 29 au 31 mai. Très bonne suite des programmes.